Bonjour à toutes et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette dixième émission d'Impact Co 10% pour tout changer. Alors, on le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, en partenariat forcément avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors aujourd'hui, pour ce dixième épisode, nous allons voir comment il est possible d'assurer une solidarité de proximité quand on est une ONG, mais également une entreprise. Et pour ça, nous recevons le directeur général de la Croix-Rouge française et le directeur des affaires publiques et responsabilité d'entreprise chez Le Bon Coin. Bonjour Jean-Christophe Combe. Bonjour Cyrielle. Et bonjour Arnaud Jacques. Donc vous travaillez chez Le Bon Coin, vous êtes le directeur des affaires publiques et responsabilité d'entreprise. Bienvenue à vous deux. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec la Croix-Rouge française, donc avec Jean-Christophe Combe. Vous, ça fait donc à peu près 3 ans que vous êtes directeur général de la Croix-Rouge française. Alors, tout d'abord, la première question, on a beaucoup entendu parler de vous, notamment dans cette web TV. Comment vous avez-vous géré surtout le début de cette crise au mois de mars? Comment ça s'est passé? Un peu, est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu toute cette énergie et tous les déploiements possibles qui s'est réalisé au sein de la Croix-Rouge? Alors pour nous, la gestion de crise, elle n'a pas commencé au mois de mars, elle a commencé au mois de janvier. C'est-à-dire qu'on a ouvert notre centre opérationnel dès le 15 janvier, dès qu'on a eu les premiers signaux venant de Chine et des risques liés à cette pandémie en Europe, notamment pour nous préparer, pour mobiliser les équipes, pour nous assurer que on était en capacité d'assurer la continuité de nos activités en cas de survenance de cette épidémie et de répondre aussi aux premiers besoins qui se faisaient sentir sur le terrain, notamment à la demande des autorités publiques pour pouvoir assurer l'accueil, rassurer les Français aussi qui étaient à l'étranger. Et puis voilà, très vite, l'organisation s'est mobilisée, a commencé à réorienter l'ensemble de ses activités vers la réponse à la crise. Et puis, on est entré dans la phase de confinement. Et là, c'est l'ensemble de nos activités, nos 60 000 bénévoles, nos 18 000 salariés qui se sont mobilisés à la fois pour assurer la continuité d'activité dans nos services essentiels, dans nos EHPAD, dans nos hôpitaux, dans nos établissements d'accueil et d'hébergement pour toutes les personnes exclues, et puis sur le terrain auprès des personnes vulnérables, des personnes isolées et puis des malades du Covid. Alors, une question qu'on n'a jamais encore abordée dans Impact Co, c'est en fait comment on rassure effectivement les Français à l'étranger quand on est chez la Croix-Rouge? Ça se passe comment? Alors de plusieurs façons. La façon la plus directe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un partenariat avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères qui, en général, lorsqu'une crise intervient à l'étranger, met en place en fait une plateforme d'appel téléphonique, un numéro vert, pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires aux personnes qui sont expatriées et leur expliquer la situation et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, ils peuvent être pris en charge ou rapatriés sur le territoire. Ça a été le cas ensuite avec les Français qui étaient à Wuhan et qui souhaitaient rentrer de Chine en France, où on les a accueillis dans le cadre d'un centre d'isolement sanitaire dans le sud de la France, à Carril-Rouet, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la mi-février, pour pouvoir, le temps de la quatorzaine nécessaire, nous assurer qu'ils n'étaient pas contaminés et dangereux pour les autres citoyens. Alors là, vous avez parlé juste avant de vos 60 000 bénévoles. Aujourd'hui, on parle de crise de sens, de volonté d'engagement. Qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau du bénévolat? Vous avez une hausse de bénévoles, donc vous avez dit que la crise chez vous, elle a commencé au mois de janvier, mais là, on est maintenant pratiquement mi-juin. Ça se traduit comment en termes de chiffres? Alors, ça se traduit de plusieurs façons. L'engagement à nos côtés, on ne l'a pas mesuré pendant la crise uniquement que par le bénévolat. On va dire qu'il y a beaucoup de Français qui ont fait acte de candidature et de générosité et de soutien auprès de la Croix-Rouge. Par du bénévolat, c'est plus de 30 000 propositions de bénévolat qu'on a fait directement à la Croix-Rouge française. Donc, c'était vraiment un soutien massif et une volonté d'engagement de la part des Français dans la réponse à cette crise. C'est aussi toutes les entreprises qui nous ont soutenus. Et il y a eu un vrai élan de solidarité et d'engagement de la part des entreprises aux côtés des organisations comme les nôtres qui étaient pleinement mobilisées sur le terrain. On a aussi bénéficié de la générosité du public. Voilà, les Français ont donné,
On avait beaucoup d'argent pour les hôpitaux, pour la recherche médicale, Vous mais avez aussi un pour les chiffre? organisations humanitaires. C'est plus de 20 millions d'euros qu'on a collectés au total, dont les 2 tiers 80% auprès des entreprises et le reste auprès du grand public. Et donc, ils sont venus soutenir en fait nos actions pendant toute la durée de la crise. Elles étaient nombreuses. Comme je vous l'ai dit, la mobilisation était totale au sein de notre organisation. Il fallait assurer la protection des personnes aussi qu'on déployait sur le terrain grâce aux équipements de protection individuelle. Il fallait acheter aussi des biens de première nécessité. On a beaucoup travaillé auprès des personnes en situation de précarité pendant cette crise. On était l'une des rares organisations à pouvoir maintenir 80% de notre capacité de distribution alimentaire sur le terrain. On a renforcé aussi toutes nos activités en soutien au système de santé et de secours. On a soutenu les SAMU, renforcé leur plateforme d'appel, assuré le transport de malades, renforcé aussi les équipes au sein des hôpitaux en déployant nos personnels. Et puis, on a également beaucoup travaillé auprès des personnes exclues, des personnes à la rue, qu'on a accueillies dans... Ouais, Je voulais je vous en prie. aborder aussi, enfin, non, vous avez fait plein de dispositifs auprès des entreprises et auprès également des particuliers. Et justement, concernant les personnes isolées, je crois que vous avez mis en place un dispositif qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, c'est ça, avec une écoute, mais également des livraisons de produits de première nécessité. C'était pour rebondir là-dessus. Exactement. Très rapidement, dès le début de la crise, dès le 20 mars, en fait, on a été confiné le 17 et dès le 20 mars, en fait, on a ouvert une plateforme d'appel téléphonique avec un numéro vert qui permettait d'assurer de l'écoute, du soutien psychologique, mais également une conciergerie solidaire, donc pour pouvoir livrer à domicile des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des médicaments pour les personnes isolées qui ne pouvaient pas bénéficier de leurs services d'accompagnement habituel ou de solidarité de proximité. C'est que l'isolement a été, et les conséquences de l'isolement social ont été particulièrement renforcées et difficiles pendant cette crise. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme pour répondre à ces besoins spécifiques de personnes isolées, confinées et qui n'avaient pas d'autre accompagnement que celui de la Croix-Rouge française. Si on doit résumer aujourd'hui Croix-Rouge chez vous, c'est 164 000 appels passés, livré 60 000 paniers de produits alimentaires et d'hygiène et à peu près livré 2700 portages de médicaments, c'est ça? Voilà, c'est plus de 160 000 personnes qu'on a pu accompagner pendant le confinement. C'est un service qui se poursuit aujourd'hui, puisque le besoin était là avant la crise et il va sans doute perdurer. On a vu aussi une évolution forte pendant la crise de la situation, le confinement avançant, la dégradation de l'état de santé psychologique, de l'inquiétude aussi des personnes qui nous appelaient, et puis évidemment, très très rapidement, les premières conséquences économiques, le renforcement de la précarité de tout un tas de personnes pendant la crise, des personnes qui, au départ, n'avaient plus de soutien d'autres organisations, ne pouvaient plus bénéficier aussi de la cantine scolaire pour les enfants, ou encore avaient, avant la crise, des emplois extrêmement précaires et donc ont été très vite impactés en fait par les conséquences de la crise sanitaire. Et puis on a vu arriver après tout un public qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos structures, voilà, des commerçants, des artisans, des travailleurs indépendants aussi, qui ont été extrêmement impactés et de façon violente par le confinement. On va en parler après justement de votre boutique virtuelle. Pour terminer sur Croix-Rouge chez vous, en fait, ce sera actif jusqu'à quand ce site internet et puis justement tout cet engagement derrière au niveau de Alors, on est cette en train écoute, de des appels, regarder. également la livraison. On est en train de regarder là avec nos partenaires. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Je pense que on a prévu au moins de le faire perdurer jusqu'à cet automne, de donner la possibilité de pouvoir offrir ces services-là jusqu'à cet automne. On va voir si on fait perdurer le numéro dans la durée. On a créé un vrai réseau de partenaires sur les territoires. Voilà, d'entreprises, d'ONG, d'associations, des liens aussi avec les collectivités pour pouvoir coordonner le repérage de situations de vulnérabilité et puis de pouvoir coordonner la réponse
à ces problématiques sur les territoires. Et donc, il faut qu'on essaye de capitaliser demain sur ce qu'on a réussi à créer en termes de coordination, de coopération sur les territoires pour répondre aux effets d'une crise dont on mesure encore mal aujourd'hui les conséquences. En termes de mesures, ça me permet de rebondir sur les résultats de votre consultation citoyenne que vous avez fait notamment en collaboration avec le WWF, MEC.org et également le groupe SOS qui s'appelle Inventons le monde d'après. Et ça s'est déroulé du 11 avril au 25 mai, donc on est à pratiquement début juin, mi-juin. Quels sont les résultats justement de cette consultation citoyenne? D'abord, un premier objectif atteint qui était vraiment d'atteindre les citoyens, de pouvoir leur donner la parole sur la plateforme et ça a été un résultat exceptionnel puisque c'est plus de 165 000 participants, 20 000 propositions, plus de 1,5 million de votes sur la plateforme et sur l'ensemble des propositions. Donc ça a été une vraie réussite pour cette mobilisation. On a vu que les citoyens malgré la crise, avaient vraiment envie de parler, de prendre la parole, mais ont aussi une vraie volonté d'agir après cette crise pour créer le monde d'après. Voilà. Donc il y a pas mal de propositions qui sont ressorties de tout ça pour s'assurer que le monde qui vient, qu'on va être en capacité de reconstruire avec la relance, etc., sera beaucoup plus durable, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus responsable d'un point de vue environnemental. Et nous, on tenait à être aux côtés de WWF dans cette démarche-là pour bien redire que la question des vulnérabilités, la question de l'environnement, des changements climatiques sont aussi une seule et même question et qu'il faut les traiter ensemble, que la transition, il n'y aura pas de transition écologique sans transition solidaire et qu'il faut porter l'ensemble de ces sujets ensemble. Et surtout, et social, exactement. Et justement, concrètement, là, vous avez fait, donc il y a eu 165 000 personnes, c'est ça, etc. Mais en fait, ça sert à qui concrètement, toutes ces partages de solutions? Vous espérez qu'elles arrivent où ou qu'elles changent quoi? La première chose, c'est que nous, on croit vraiment dans le changement des mentalités, dans la mobilisation citoyenne, et on croit vraiment que le monde de demain dépendra de la capacité de chaque citoyen en fait à changer ses habitudes, à prendre conscience du monde dans lequel il vit et de la nécessité de le changer. Donc, en soi déjà, rien que cette consultation citoyenne, cette mobilisation, la publicité, la communication qu'on en a fait est un acte qui est important et fondateur. Après, sur le fond, l'ensemble de ces propositions, on va essayer de les porter auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que toutes les décisions qui vont être prises dans les semaines, les mois et les années qui viennent n'oublient pas et prennent en considération tout ce qu'on a perçu dans cette crise, des faiblesses de notre société, des faiblesses de notre système, qu'on capitalise vraiment sur l'éveil des consciences qu'il y a eu pendant cette crise, sur la nécessité d'avoir une société beaucoup plus résiliente, plus respectueuse de l'environnement, plus solidaire aussi et plus forte pour l'avenir. En parlant justement de la responsabilité des citoyens avec cette crise du Covid, on a entendu partout, les médias ont essaimé ces fameuses mesures barrières. Vous faites des formations mesures barrières qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est accessible pour qui? Comment ça se passe? Alors, de façon générale, pendant le confinement, on a essayé vraiment de nous mobiliser pour créer des formations auprès du grand public digitales qui permettent de travailler en fait sur la prévention. Là, en l'occurrence, on a effectivement créé une formation spécifique aux gestes barrières pour faire en sorte que dans la période de déconfinement qui a commencé à partir du 11 mai, chaque citoyen puisse être acteur de sa propre sécurité, puisse agir pour qu'on soit collectivement en capacité de maîtriser en fait l'expansion de cette épidémie. Donc dans cette formation en ligne à disposition de l'ensemble des citoyens, on leur dit comment ils doivent adapter durablement leur façon d'agir, leur façon de travailler, comment ils doivent porter le masque, se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation physique, etc., pour pouvoir maîtriser cette épidémie et qu'on apprenne à vivre avec le risque sanitaire
avec lequel on vit maintenant depuis plusieurs mois. Au sein de la Croix-Rouge, vous m'en avez parlé notamment l'année dernière, mais vous avez un accélérateur d'innovation sociale, il s'appelle 21. Alors concrètement, on en est où ce entrepreneur? Alors, après, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a ouvert notre accélérateur d'innovation sociale à la Croix-Rouge, qui est vraiment conçu comme un écosystème de l'innovation sociale, donc qui est porté par la Croix-Rouge, mais l'objectif, c'était vraiment de créer un écosystème, une coordination entre des acteurs comme nous, des associations, des ONG, mais également des entrepreneurs sociaux et puis des partenaires, des entreprises, des collectivités, pour pouvoir apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux peu ou mal couverts ou à des besoins sociaux émergents. Là, on va lancer la 3e promotion de nos programmes intrapreneurs et entrepreneurs, donc des programmes d'accompagnement pour des projets internes ou des projets entrepreneurs externes, donc des entrepreneurs sociaux. Ils nous ont été extrêmement utiles pendant toute la crise, puisqu'on a pu vraiment capitaliser sur tout ce qu'on a fait déjà pendant cette année. J'aurais deux, trois exemples. On a franchement accéléré plusieurs dispositifs. Un dispositif d'entraide qu'on a accueilli pour notre 2e saison vis-à-vis des salariés, donc une plateforme en fait en ligne qui permettait à nos salariés dans nos établissements médico-sociaux, par exemple, de pouvoir échanger sur leurs problématiques, et elles ont été nombreuses pendant cette crise, problématiques éthiques, des problématiques opérationnelles liées à la crise, des dispositifs aussi qui ont permis d'aider nos bénévoles, et en particulier tous les nouveaux bénévoles qu'on a accueillis pendant la crise, pour pouvoir répondre de façon pertinente aux problématiques sociales qui se posaient, notamment dans la réponse aux appels qu'on a reçus sur notre plateforme Croix-Rouge chez vous. Donc voilà, une plateforme qui permet de recueillir, de définir le profil social des personnes et de les aider et de leur trouver les bons dispositifs à leur disposition, qui s'appelle Toutes mes aides, ou d'autres dispositifs. On a notamment développé un dispositif qui nous a permis de gérer nos activités sur le terrain, un dispositif qui permet de gérer tous nos moyens, nos ambulances, nos équipes, notamment dans toutes les opérations, comme je vous l'ai dit, de transport de malades, de renfort au SAMU pendant la crise. Donc c'est vraiment une application qui permet de géolocaliser en fait nos moyens sur le territoire, qui s'appelle Minutis, et qu'on a pu déployer à grande échelle pendant cette crise. La 21 dans les semaines qui viennent. On a reçu toutes mes aides ici. Ouais, ils sont super. Ils ont créé vraiment un dispositif extrêmement utile que beaucoup ont pu utiliser depuis qu'on les a accélérés. Et dans les semaines qui viennent, donc 21, avec la 3e saison, on va la thématiser. On va rebondir en fait sur les constats de cette crise, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, les besoins sociaux qu'on a rencontrés, sur la mobilisation aussi qu'on a réussi à créer pour répondre aussi à ce qui va venir dans les semaines et les mois qui viennent, en particulier avec la crise sociale qui est en train d'arriver de façon très violente sur notre pays. Et bien justement, dans les 6 prochains mois concernant cette crise sociale, quelles sont vos perspectives et surtout comment vous allez faire pour gérer cette augmentation de la précarité en France? On va essayer d'augmenter nos moyens, notre présence sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que là, on est dans une phase où on transforme en fait nos activités. On passe d'une crise essentiellement sanitaire à une crise qui va devenir essentiellement sociale. Donc, on va vraiment renforcer toutes nos activités de ce point de vue-là. On va essayer d'attirer aussi l'attention effectivement du grand public. Je vois que on a diffusé une campagne de communication pour commencer à alerter en fait sur les effets de cette crise sanitaire, sur les effets sociaux de cette crise sanitaire. Il y avait environ, on estimait à 9 millions de Français le nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté avant la crise. On sait que la crise n'a fait qu'aggraver cette situation de vulnérabilité et de pauvreté, qu'on peut imaginer que des centaines de milliers de personnes qui risquent de perdre leur emploi dans les semaines qui viennent
vont basculer dans la pauvreté, il va falloir qu'on soit en capacité de mobiliser toutes nos ressources pour faire face à cette crise, pour amortir cette crise, pour redonner aussi toute l'autonomie nécessaire aux personnes qu'on va accompagner pour qu'elles puissent demain continuer à vivre, retrouver un emploi, ne pas perdre aussi leur logement. Ça va être très difficile, ça nécessite une grande mobilisation. Mais je crois qu'on a, avec toute la mobilisation sur laquelle on a pu compter pendant la crise, de vrais atouts pour pouvoir répondre à ces difficultés dans les mois qui viennent. Le soutien des citoyens, le soutien des entreprises. Ça va être le moment aussi d'intégrer tous les bénévoles qu'on n'a pas pu intégrer pendant la crise au sein de nos équipes et vraiment d'être en capacité d'accompagner toutes les difficultés sociales qui vont survenir dans les mois qui viennent. Donc voilà, continuer nos maraudes, la distribution alimentaire. On va beaucoup travailler aussi, on l'a vu, hein, des difficultés d'accès aux soins pour les personnes les plus exclues dans notre pays. Voilà, travailler vraiment à ce qu'on renforce l'accès à la santé de façon globale. Je rigole parce qu'il y a des trous de perceuse pendant l'interview. Je trouve ça formidable. Et ça, c'est les joies du confinement. Merci beaucoup pour cette première partie, Jean-Christophe Comte, très, très riche sur la Croix-Rouge. On passe tout de suite la parole au Bon Coin avec Arnaud Jacques. Le Bon Coin, on va le resituer. C'est le premier site de vente entre particuliers en France. Vous êtes leader sur les marchés de l'automobile, de l'immobilier. Vous êtes également le deuxième site privé en France sur l'emploi. Vous avez 28 millions de visiteurs uniques par mois et vous avez à peu près plus de 1400 collaborateurs en France. Et actuellement, également, il y a eu une enquête Apidemix pour Le Bon Coin qui a été réalisée en mai 2020 pour un peu voir toucher un peu l'impact de la crise sanitaire sur notre consommation. Et il en ressort que 60% des consommateurs ou consommatrices français, la crise sanitaire aura un impact durable sur la manière de faire leur achat. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et nous expliquer ça comment ça se traduit comment se traduit cette tendance notamment sur votre site? Alors, en fait, effectivement, je pense que la crise a révélé beaucoup de nouveaux modes de consommation qui étaient déjà, je pense, ancrés dans le paysage de consommation français, mais qui, du coup, vont s'accélérer dans les mois à venir et notamment 3 aspects assez essentiels. Le premier, c'est le commerce de proximité, avec la volonté pour les consommateurs de retrouver l'envie d'aller acheter plus proche de chez eux au local. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a vu, c'est effectivement privilégier en fait des modes de consommation qui consistent à du drive, ce qu'on appelle du drive to store. Donc en fait, je vais chercher les produits que j'ai achetés depuis internet, ou alors ce qu'on appelle aussi le click and collect. Et donc ça, c'était des modes de consommation qu'on voyait émerger, mais qui maintenant, on a vraiment les Français qui veulent complètement se lancer dans ces modes de consommation-là. Et puis le dernier, c'est la livraison. Bien entendu, alors ça, c'était quelque chose déjà qui était très, très ancré dans les modes de consommation des Français. La 14%, c'est livraison, ça, des Français affirment vouloir faire se livrer plus souvent leur achat. exactement, 14% exactement. Et donc en plus. ça, c'est vraiment lié, aux gestes barrières. Et effectivement, on a des modes de consommation qui vont, je pense, surtout beaucoup plus allier le physique et le numérique. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, on avait, je pense, une propension un peu avant la crise, mais depuis quelques années, à vraiment opposer 2 mondes qui, a priori, ne se parlaient pas en termes de consommation. Et en fait, on se rend compte que l'utilisateur, lui, il est omnicanal, il achète à la fois sur internet, mais aussi en physique, et puis surtout, il a envie d'allier les 2 modes de consommation. C'est ça qui est très intéressant. Et quels sont les produits qui ont été les plus plébiscités par vos utilisateurs durant le confinement et surtout aussi après ce 11 mai? Ouais. C'est une bonne question parce qu'en fait, vous l'avez rappelé, en introduction, Le Bon Coin, c'est un site, de consommation, qui est utilisé par, presque un Français sur 2, tous les mois. Et en fait, ça nous donne une position un peu privilégiée, d'observatoire, des tendances, passées et ou, à venir. C'est-à-dire, on a vraiment le poumon, le cœur battant, de l'économie française qui est traduite, dans les recherches qui s'effectuent sur Le Bon Coin. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'au tout début du confinement,
on a vu des recherches émerger de la part des utilisateurs autour d'un ensemble d'objets justement, qui leur permettraient, de faire face à cette crise qui arrivait, le fait de se replier chez soi. Donc on a vu émerger des demandes autour, bien évidemment, des masques, mais aussi, je vais rester plus longtemps chez moi, il faut que je fasse du sport et je peux plus, sortir dehors. Donc du coup, je souhaite rechercher, acheter des machines pour faire du sport, à la maison. Voilà, donc on a vraiment en fait, la traduction, je pense en termes de consommation et recherche de consommation sur Le Bon Coin, de ce que vivent, les Français, au jour le jour. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de recherches autour de l'évasion, c'est-à-dire, dans une première partie, on était sur le cocooning. Comment est-ce que je fais pour rechercher chez moi, pour avoir chez moi des objets qui me permettent de me sentir bien pendant le confinement? Là, maintenant, on est plutôt dans la perspective de reprendre une vie normale, potentiellement de partir en vacances avec le besoin d'espace, le besoin d'air. Les Français recherchent des maisons, pour partir en vacances avec leurs amis, avec leur famille. Et donc c'est intéressant aussi de voir ces évolutions de recherche, de tendance. Tout à l'heure, on l'a abordé avec Jean-Christophe Combe, on a parlé de la Croix-Rouge chez vous, mais voilà, avec cette solidarité de proximité, vous aussi, vous avez été acteur, durant cette crise et vous avez lancé le 20 mars, l'initiative Le Bon Geste pour favoriser l'entraide entre particuliers. Alors expliquez-nous aujourd'hui, voilà, combien de en termes de chiffres, ça se traduit comment? Mais voilà, on pouvait aller faire des courses alimentaires pour des personnes isolées, c'est ça? Ou encore aller, à la pharmacie? Exactement. Nous, on s'est posé, très vite la question de la manière, dont on pouvait, en tant qu'entreprise, responsable et surtout qui a un impact, vraiment, très local, dans le quotidien des Français, comment on pouvait les aider à surmonter cette épidémie et surtout vraiment au tout début du confinement dans un moment de tension qui était très élevé dans la population française et on a décidé de lancer cette initiative qui s'appelle Le Bon Geste. C'est très très simplement, en fait, donner la possibilité à des utilisateurs du Bon Coin de proposer leurs services, pour aider, des personnes en situation de vulnérabilité et ou des personnes qui avaient besoin, justement d'un bon geste de la part, de leurs amis, de leurs voisins et donc ça pouvait être effectivement, et c'est ce qu'on a le plus constaté, pour 80 des offres de services, c'était effectivement aller faire les courses à votre place et notamment aller faire les courses à la place, des personnes âgées, qui pour le coup, ont eu je pense des restrictions de déplacement beaucoup plus importantes que d'autres types, enfin que d'autres, typologies d'âge et ensuite, effectivement des aides aux devoirs, garder les enfants, voilà et ça représente Et quels sont vos plus de 5 000 chiffres? ça Quels représente à sont peu près plus de le 5 000 nombre de Français. seniors aidés, le nombre voilà. C'est plus de 5 000 Français qui ont proposé leur aide. On n'a pas, c'est très difficile de quantifier exactement combien de Français ont fait de bons gestes et cetera. Mais on a vraiment des belles histoires autour de rencontres et très souvent, ce qui est aussi à l'image du Bon Coin, c'est-à-dire, des personnes qui se sont rencontrées, via le Bon Coin, via le Bon Geste, alors qu'ils habitaient vraiment, à 2 numéros, les uns des autres et qu'ils s'étaient jamais vus. Et donc c'est ça aussi la force du Bon Coin, c'est de dire, aujourd'hui, 80 des échanges, sur Le Bon Coin, des transactions sur Le Bon Coin se font, dans un rayon de 20 kilomètres. Donc en fait, on est vraiment dans un écosystème de proximité avec des gens qui se rencontrent, qui échangent, qui font de la transaction entre eux et qui recréent en fait, des poches, d'économie locale, de vie sociale et d'interaction. C'est ce qu'on a constaté aussi pour Le Bon Geste. Et vous avez voulu également tendre la main aux TPE et PME qui ont énormément souffert et qui souffrent d'ailleurs encore. Ça, c'est un dispositif qui a été lancé début avril avec notamment un système de boutique virtuelle. Donc, on rentre son SIRET, etc. Et après, pendant combien de temps on a sa boutique en ligne? Ça marche comment? Ouais. Ça aussi, c'est un aspect, je pense assez intéressant aussi de la manière dont les entreprises privées se sont mobilisées. En fait, on a été sollicité par le secrétariat d'État au numérique, par Cédrico, justement pour que, en tant que plateforme de e-commerce, on puisse, proposer un système, aux TPE-PME, aux commerçants, pour continuer à commercer, malgré, la fermeture, de leurs activités. Donc nous, très simplement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place sur Le Bon Coin, on a mis à disposition ce qu'on appelle des boutiques virtuelles. Donc, le commerçant pouvait, s'inscrire sur Le Bon Coin, renseigner ses informations et surtout renseigner ses produits, et ses services auprès du grand public pour qu'en fait, il puisse continuer à commercer, tout en ayant son commerce, se fermer et donc là, on est vraiment dans le propre du digital, on permet à chacun de vendre ses produits alors qu'en fait sa boutique est fermée. Heu
quel type de produit ou quel type de service, voilà, ça touche quel domaine et quel secteur des personnes qui justement utilisaient Ouais. cette boutique On a eu virtuelle? beaucoup de ouais, on a eu beaucoup d'utilisation, autour, de boutiques, de décoration et des librairies. Voilà, les librairies, étaient fermées, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah, effectivement, pendant le confinement, je pense que les gens chez eux avaient aussi besoin de récréation, de s'évader. Donc acheter des livres, en fait, bah, le plus simple, c'est, la librairie au bas de ma rue est fermée, et donc en fait, on a beaucoup de librairies qui ont pris cette boutique virtuelle pour pouvoir continuer à commercer. C'est le cas aussi pour les boutiques de décoration. Sur Leboncoin, il n'y a pas de commerce alimentaire, donc là-dessus, de toute façon, les commerces étaient ouverts, mais donc là, il n'y a eu pas d'offre de ce type, mais on est vraiment sur des petits commerces de proximité, en fait, qui ont recréé leur boutique, sur le site Leboncoin. Et il y en a combien des commerces qui ont utilisé cette boutique virtuelle? Et en fait, ça dure combien de temps? Combien de temps on reste dans Alors cette boutique virtuelle? ouais, alors c'est quelques milliers de commerces, de proximité qui ont ouvert cette boutique virtuelle. D'ailleurs, on a aussi, des Ça boutiques touche toute virtuelles la hors Lyon. France? Ou il y a des Ça zones touche toute la France. plus actives que d'autres? Non, 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 ça touche toute la France. C'est vrai qu'on est moins sur les grandes aires urbaines, les grandes métropoles. On est plutôt vraiment, dans les territoires français, et ça, c'est jusqu'à la fin de l'été, c'est jusqu'à fin août 2020, la gratuité sur cette boutique virtuelle. Et dans les 6 prochains mois, même question, comment vous allez, est-ce que déjà depuis le 11 mai, vous voyez une hausse de vos ventes, enfin une hausse de, voilà, de vos ventes sur vos sites, et comment vous voyez vos dispositifs un peu de solidarité dans les 6 prochains mois chez Le Bon Coin? Ouais, alors en fait, depuis le déconfinement, sur Leboncoin, l'activité, alors elle s'était pas arrêtée puisqu'elle continuait pendant le confinement, mais depuis le déconfinement, on bat, tous les records, historiques, de la plateforme, que ce soit, en audience avec, encore dimanche dernier, je crois près de 20 millions de visiteurs uniques en une journée sur Leboncoin, ce qui nous était jamais arrivé. Il y a plus de 30 millions d'annonces aujourd'hui qui sont, sur le site, et donc ça prouve aussi que les Français ont fait du tri, et puis ensuite, ont commencé à remettre sur la plateforme, des objets, qu'ils souhaitaient vendre. Donc l'activité, repart vraiment à la hausse. D'un point de vue, je dirais engagement, et comment est-ce qu'on va réussir dans les prochains mois encore à avoir plus d'impact et s'associer, auprès de nos partenaires de l'écosystème pour justement participer à ce fameux monde d'après. On va en fait, poursuivre sur notre lancée, j'ai envie de dire, parce que Leboncoin était déjà un acteur, très engagé dans le quotidien des Français, auprès des territoires aussi, avant la crise, et on va continuer à mettre en place, nos programmes de création de commerce de proximité qu'on porte, avec la Banque des territoires notamment. Des programmes aussi, qu'on a en association avec le groupe SOS, dont vous parliez tout à l'heure. C'est un programme qui s'appelle 1000 cafés pour recréer des lieux de convivialité, dans des zones, dans des communes, qui n'en avaient plus, et donc en fait, je pense que la crise, a vraiment, si vous voulez, pour nous, agi comme un catalyseur de l'ensemble, des engagements qu'on souhaitait porter pour le grand public, et notamment autour de 3 grands axes qui sont, la cohésion des territoires, on en a parlé, l'emploi, qui est un axe majeur pour nous, d'engagement sociétal. Il faut savoir que c'est, 800 000 emplois qui sont trouvés, sur la plateforme, tous les ans. Et puis le troisième axe, c'est l'économie circulaire. On parlait, tout à l'heure de transition écologique. Pour nous, c'est essentiel. Il faut savoir que, les Français, en fait, qui utilisent Leboncoin, ce sont eux les vrais héros de la transition écologique, parce que, en faisant de la seconde main, on participe en fait, à une meilleure, préservation de notre environnement, de la planète, et donc c'est sur tous ces sujets-là, qu'on souhaite vraiment accélérer et nous engager concrètement, au plus proche des Français. Vous avez de la matière pour rédiger votre raison d'être cet été chez Le Bon Coin. On a de la matière, effectivement, vous êtes bien renseigné, Cyrielle. On travaille maintenant depuis plus de 3 mois, à la construction avec, ici, le comité exécutif du Bon Coin, mais aussi tous les collaborateurs, à la création, de cette raison d'être. Alors on avait déjà bien évidemment depuis, quelques mois, ce projet en tête, mais là on est vraiment en plein dans le sujet, et on espère, à la rentrée, pouvoir dévoiler cette, raison d'être, au grand public. Mais avec grand plaisir.
Dernière question à Arnaud Jacques, une question un peu plus personnelle que j'adore poser depuis le lancement. Donc, c'est la 10e fois que je la pose. Comment, de manière plus personnelle, en tant que citoyen, comment vous avez vu cette crise? Est-ce que vous-même, vous avez changé votre comportement? Vous êtes plus en circuit court au niveau de votre consommation? Est-ce qu'au niveau de la mobilité, c'est plus les transports en commun ou pas d'ailleurs? Comment vous avez géré ça? En fait, alors effectivement, alors c'est assez personnel. Moi, j'ai eu en fait, on va dire un confinement plutôt difficile. Moi, je suis resté à Paris dans mon appartement avec un confinement assez strict le premier mois. Et ce que j'en retiens et ce que ça m'a vraiment appris, c'est tout simplement, ça peut paraître banal, mais d'échanger, de rencontrer avec des personnes physiques. Et c'est vrai que cette capacité qu'on aurait, ou enfin en tout cas qu'on nous a enlevée, dont on a été privé, de rencontrer des gens, de pouvoir se parler, échanger autour d'un café, et cetera. Pendant 2 mois, en fait, on a plus l'occasion de le faire. Et c'est ça qui a été le plus, je pense, compliqué, pour moi personnellement à gérer. Et c'est pour ça que dès le 11 mai, je suis retourné, tout de suite au travail, parce que j'avais besoin de revoir les gens. Donc en fait, je pense que Masqué? voilà, masqué bien évidemment, mais cette capacité voilà, d'échanger avec les autres, qui plus est dans un monde aujourd'hui qui est ultra digitalisé, où on se croit, proche des gens alors qu'en fait pas du tout. Voilà, moi je suis un peu moins maintenant sur les réseaux sociaux, j'avais déjà arrêté Facebook depuis longtemps, mais maintenant, encore plus, Twitter et ces choses-là. Et puis je me dis: «Bah, voilà, profite du fait, que les gens soient là en vrai pour les rencontrer, plutôt que d'échanger par le web». Merci beaucoup Arnaud Jacques. Et dernière question pour Jean-Christophe Combe. Comment vous avez vécu en tant qu'homme cette crise et quel changement ça a induit chez vous d'ailleurs? Moi, ce qui m'a le plus percuté, on va dire, c'est le ralentissement, général du fait du déconfinement. Et ça réduit tout de suite, on va dire, les horizons. M'a permis de prendre conscience quand même que, on a des modes de vie parfois qui sont pas, très respectueux de l'environnement. On voyage beaucoup, ça me fait beaucoup réfléchir sur, l'utilité aussi de tous ces voyages, de la présence physique, voir aussi qu'on pouvait très bien s'en sortir et faire un certain nombre de choses de façon, digitalisée, avec la visioconférence et cetera. Mais surtout, et là c'est vraiment plus personnel, c'est, se dire que, on porte après, un événement comme celui-là une attention beaucoup plus grande à tout ce qui se passe, autour de nous, mais en proximité. Que ce soit, notre famille évidemment, mais, nos voisins, les gens qu'on croise, dans la rue tous les jours, mais qu'on voyait pas, avant la crise, les commerçants, les gens qui, vivent aussi tout l'écosystème en fait, local qui, on prend conscience de cette importance et du rôle qu'on a, pour pouvoir le promouvoir. Et voilà. Et moi, c'est un peu ce que je vais changer, c'est réduire, on va dire, le et renforcer la proximité, de mon quotidien, et vraiment, réduire au maximum, on va dire ces grands déplacements qui, impactent tant, notre environnement. Et je pense qu'on peut garder, beaucoup de présence, sociale aussi grâce, aux moyens digitaux. On a besoin de proximité, physique, on a besoin de voir les gens, mais, je pense qu'on peut garder ce lien, social fort avec, des moyens de communication, modernes. Donc on ralentit, on est plus respectueux de l'environnement et on est plus respectueux et attentif à, ce qui nous entoure. Eh bien, merci beaucoup à Jean-Christophe Combe et Arnaud Jacques. Merci beaucoup d'avoir été mes invités pour cette 10e émission. Pour ma part, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, à 17h. Et n'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment retrouver les initiatives solidaires des membres de cette coalition 10% sur le site du French Impact, rubrique Entraîne. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et encore merci à vous deux. Merci. Merci.